Chantal Giraud. Vous êtes en train de réaliser un travail doctoral sur le romantisme du point de vue de l'histoire de l'art, et vous nous venez, pour ainsi dire, en voisine, oui, à savoir de l'université Lyon 2. Et vous allez porter un éclairage sur l'artiste Granville. Je crois que vous êtes une des spécialistes. Je vous remercie, Audrey. Avoir les images. On va commencer avec un autoportrait de Granville. S'il veut bien arriver avec nous. Un autoportrait de 1846. Le premier? Oui, parfait. On commence avec l'autoportrait. Donc l'image suivante. Le terme romantisme, par le seul fait de son énonciation, donne un vertige, peut-être même un malaise. Qu'est-ce que le romantisme? Si Alain Vaillant pose encore la question avec son ouvrage paru en 2016, force est d'admettre que la question existentielle du romantisme est toujours sujette à discussion. Le romantisme existe-t-il vraiment? Est-ce seulement une construction contre le classicisme? Puisque les romantiques se sont eux-mêmes déclarés romantiques, s'assignant pour rôle de faire la révolution dans les arts, puisque le substantif de modernité, au sens de caractère de ce qui est moderne, apparaît chez Balzac en 1823, avant de s'identifier véritablement à Baudelaire, qui appelle de ses voeux l'avènement du neuf, puisque le romantisme est l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau, encore selon Baudelaire, je vous propose de voir quelle forme peut prendre cette modernité entre les mains d'un dessinateur de presse et illustrateur sous la monarchie de Juillet, Granville, exemplaire dans sa manière de construire un langage avec son crayon. La dimension révolutionnaire de l'œuvre romantique peut être envisagée sous trois facettes successives, politique, temporelle et spatiale. Et commençons par cette dimension politique du travail de l'artiste révolutionnaire dans le contexte du socialisme utopique, avec une citation d'Auguste Jalles, journaliste et critique d'art, proche de Victor Hugo et de Charles Nodier. À l'occasion du salon de 1827, Jalles écrit « Le salon est aussi politique que les élections. Le pinceau et l'ébauchoir sont des instruments de parti aussi bien que la plume. Le romantisme en peinture est aussi politique, car c'est la révolution, c'est l'écho du coup de canon de 89. » De manière moins sérieuse, Louis Raybaud, journaliste et homme de lettres, décrit avec humour la révolution dans les arts portée par la génération romantique dans son roman Jérôme Patureau à la recherche d'une position sociale. On est en 1846. Ce livre est illustré par Granville. C'est une charge contre la bourgeoisie. Et on trouve écrit « L'art chevelu a fait une révolution pour abolir les tirades de l'art bien peigné, désignant ainsi l'opposition entre les classiques et les romantiques. » Pour Balzac, proche de Granville depuis leur collaboration commune aux journaux d'opposition à la monarchie de Juillet, journaux fondés par Charles Philippon, la silhouette, la caricature et le charivari, la révolution s'inscrit dans le journal, ici, un
un bandeau du Charivari avec Charles Philippon qui est au centre du bandeau et un autoportrait de Granville, puisqu'il s'agit d'une illustration de Granville. Granville s'est représenté en bas à droite de la composition en joueur de flûte. Il nous montre son crâne phrénologique. La Révolution s'inscrit dans le journal qui ouvre un nouveau champ d'expression pour l'homme de lettres et l'artiste. Pour Balzac, un homme qui dispose de la pensée est souverain. Les rois commandent aux nations pendant un temps donné. L'artiste commande à des siècles entiers. Il change la face des choses. Il jette une révolution en moule. Il pèse sur le globe. Il le façonne. Et ici, vous avez la transformation donc de Louis-Philippe en poire, qui est devenu extrêmement célèbre sous la monarchie de Juillet, et qui est une caricature de Charles Philippon lui-même, mais qui a ensuite été reprise dans ces années 1830, à tort et à travers, sur les murs de Paris, dans les affiches, dans les journaux. Les termes révolution et globe renvoient aux thèses saint-simoniennes qui investissent l'artiste d'une mission de guide et qui consacrent son talent aux côtés des savants et des industriels pour conduire le mouvement social. Saint-Simon, penseur de la société industrielle, oppose les forces actives et les forces passives en distinguant le talent contre la naissance, le tiers-état contre la noblesse et les industriels contre les rentiers. Dans un autre monde, Granville illustre la meilleure forme de gouvernement et illustre cette opposition des forces actives et des forces passives sous les yeux de la monarchie de Juillet impassible et qui est ainsi une critique de la politique du juste milieu sous Louis-Philippe. Dans le premier numéro de l'Europe littéraire, le 1er mars 1833, il est écrit « De nos jours, le talent a pris place à côté de la fortune et de la naissance. Il compte directement parmi les forces, ce terme est important, qui constituent et dirigent le mouvement social. Le socialisme utopique de Saint-Simon ou de Charles Fourier invite les artistes à participer à la révolution sociale. Ces chefs spirituels des populations modernes, formule d'Auguste Comte pour désigner les artistes et les hommes de lettres, disposent d'une force qui constitue et dirige le mouvement social. » Ici, Granville se représente à l'arrière, tout à droite de l'image. Il a posé ses attributs de peintre au sol et il participe avec les ouvriers et les travailleurs à cette image pour tirer le diable par la queue. La puissance créatrice de Granville est cette force mise au service de la cause républicaine. Laurent Baridon propose de voir dans les hybrides de Granville une utopie zootechnique fouriériste, rappelant que Walter Benjamin a qualifié l'œuvre de Granville d'utopie graphique. Déjà, le terme militaire d'avant-garde apparaît dans les écrits saint-simoniens pour désigner la mission d'éclaireur de l'artiste. On peut lire dans l'ouvrage « L'artiste, le savant, l'industriel », paru en 1824, « C'est nous, artistes, qui vous servirons d'avant-garde. La puissance des arts est en effet la plus immédiate et la plus rapide. » Granville utilise lui-même la formule « plèbe artiste » pour se définir. Ce terme « plèbe » appartient encore au vocabulaire saint-simonien. Dans les 5 paradoxes de la modernité, Antoine Compagnon relève que la modernité esthétique se définit négativement. Elle est anti-bourgeoise, anticonformiste. La tradition moderne fera régulièrement appel à la culture populaire pour rénover l'art, le purifier de ses conventions, écrit-il. L'art de Granville est mis au service de la critique de la monarchie de Juillet et des atteintes à la liberté de la presse. C'est un crayon révolutionnaire. Ici, dans cette lithographie soirée républicaine donnée dans les salons de la presse, Granville se représente, c'est indiqué par la flèche bleue, qui est un peu visible quand même, et on voit au pied de la colonne endormi un fou qui est l'emblème de la caricature.
Dans l'illustration suivante, la lithographie suivante, c'est le procès de la liberté avec Marianne sur la droite de la composition et en face de laquelle se trouve le roi Louis-Philippe caché derrière ses papiers en train de lire le verdict de la condamnation. Et on peut voir dans ce poteau d'exécution qui est au centre de la composition un autoportrait de l'artiste encore qui est donc la mise à mort de la République et des libertés. La question du support de l'œuvre, la culture moderne de l'imprimé sous la monarchie de Juillet sont des éléments importants. La veine réformiste du rôle de l'artiste et sa nouvelle place reconnue dans le mouvement social se réalisent pleinement sous la monarchie de Juillet, dans le journal et l'affiche, objet de la vie quotidienne. Dans cette œuvre, Ô les vilaines mouches, Granville se présente avec les attributs de l'artiste. Il a revêtu la blouse de peintre et il y a un chevalet à l'arrière. C'est extrêmement rare que Granville, c'est certainement même l'unique, que Granville se représente comme ceci avec les attributs du peintre. Il garde quand même à la main non pas un pinceau mais un porte-mine. Il revendique ainsi son statut d'artiste par ses attributs de peintre, mais il affirme sa fonction de dessinateur dans le journal. Avec les nouveaux procédés techniques de gravure sur bois de boue, la presse illustrée connaît un essor sans précédent. 20 000 ouvrages illustrés par an, 1000 caricatures, 10 000 vignettes, lithographies et gravures. Voilà comment Balzac décrit cette véritable révolution scopique, qui est un terme que j'emprunte à Philippe Hamon, qui voit le jour à Paris dans ces années 1830. La révolution artistique s'inscrit dans la presse avec la vignette, qui instaure de nouvelles formes de vision de l'image. La vignette qui s'immisce de manière inédite dans le texte, sans contour précis ni cadre. Elle est jugée comme une esthétique purement romantique. L'image semble s'évanouir dans la page, disent Charles Rosen et Henri Zerner. Ségolène Lemaine parle d'effet maculaire de la vignette. Meyer-Shapiro parle d'un vague sans limite. La fragmentation, le non fini, le détail, la signification formelle deviennent de nouvelles valeurs artistiques qui émergent avec la vignette, qui est le modèle de la fusion de l'art et de l'industrie. Faire qu'avec la révolution technique, un nouveau statut de l'illustrateur voit le jour, telle est l'ambition de Granville. Il s'agit d'ouvrir le champ de l'art, jusque-là réservé aux beaux-arts. Donc, c'est une opération de désacralisation de l'art. Et pour Granville, il s'agit aussi de faire accéder son art à un rang artistique autonome, en libérant l'illustration de son rapport de soumission au texte. Granville se montre éminemment moderne avec cette revendication d'autonomie de sa pratique de l'illustration qui ne reconnaît aucune extériorité par rapport à son art, ni code, ni sujet, ni modèle. Le renversement des hiérarchies entre l'ordre du discours et l'ordre visuel, le débat de Lessing est un vieux débat, est une bataille que mène Granville dans le livre même, non sans malice. Dans un autre monde, il accapare une posture d'auteur en créant un dialogue comique entre la plume et le crayon. Ici, un autoportrait métonymique de Granville en crayon, face à la plume, enfin plutôt lui tournant le dos, en portant son carnet de croquis sous le bras, avec le texte suivant, que le ciel et la critique protègent un innocent crayon, avec un C majuscule, qui voyage seul pour la première fois. Ici, un obélisque Rébus, toujours dans cette œuvre Un autre monde, avec la légende, il faut lire le Rébus par le haut, commencer par le haut. Ah, crois-moi, ami lecteur, ne fais pas comme cet imbécile qui se casse la tête pour me deviner. Qui est une façon de dire que le texte n'a pas d'importance et que seul compte l'image. Un rébus sans sens. Le rejet du bon goût et des convenances est un autre pan de l'émancipation de l'artiste romantique. Le beau est toujours bizarre, au sens où il laisse place à la surprise, selon Baudelaire.
Puiser dans la culture populaire pour purifier l'art de ses conventions est une voie empruntée par nombre de romantiques pour rénover l'art. Ici, dans Paris au crayon, Granville se représente, on peut le reconnaître malgré son déguisement parce qu'il a son porte-mine qui est accroché à la hanche et il est accompagné de son animal de compagnie qui est la grenouille et qui est l'emblème de la Révolution. Déguisé en saltimbanque au milieu des saltimbanques, poussant les portes dans une action, en exerçant cette force active, c'est une image de carnaval de rue, de spectacle populaire, un véritable portrait de l'artiste en saltimbanque, pour reprendre le livre éponyme de Jean Starobinski, qui associe cette nouvelle image de l'artiste à la modernité. Avec le grotesque, la caricature, le comique, les artistes opèrent un renversement des règles du bon goût. La transgression des codes est une arme émancipatrice depuis la préface de Cromwell en 1827. La muse moderne, selon les termes de Hugo, c'est l'introduction du lait. C'est un marqueur de la césure opéré par le romantisme, un marqueur du libéralisme en littérature, comme en art. Le beau n'est plus une valeur. Les curiosités esthétiques de Granville répondent à ce mouvement de libéralisation de l'art avec une valeur comique toujours présente. Dans l'Académie des Beaux-Arts, Granville se représente, c'est là cette fois-ci c'est son carton à dessin avec son nom qui est inscrit sur le carton à dessin qui est posé à ses pieds. Il se représente tout à gauche de la composition en singe peintre, bon, c'est un topos de la critique en fait de l'académisme, mais son attitude désinvolte, fumant le cigare, montre son désintérêt pour l'art d'après-nature. Granville nous fait ainsi une blague, et à propos de la blague, les frères Goncourt en font une alliée majeure de la Révolution. La blague grandit dans la ruine des religions, écrivent-ils, des politiques, des systèmes et dans l'ébranlement de la vieille société. Devenue la formule légère et gamine du blasphème, la grande forme moderne. La blague du XIXe siècle, cette grande démolisseuse, cette grande révolutionnaire, l'empoisonneuse de foi, la tueuse de respect. Ce qui me permet d'arriver jusqu'à donc la deuxième partie de mon exposé sur la dimension temporelle, c'est-à-dire l'ancrage dans le présent, qui est une autre facette de l'art romantique. De nouveaux sujets littéraires et artistiques tirés de la vie quotidienne et de l'actualité, néologisme qui désigne alors l'état de ce qui est actuel, viennent supplanter les sujets traditionnels. Le classicisme se voulait intemporel, le romantisme rompt ce rapport au temps en s'ancrant dans le présent. Antoine Compagnon date de Stendhal la relation entre l'art et l'actualité, donc la confusion du politique et de l'esthétique. Compagnon cite Stendhal. Romantique est celui qui se montre fidèle au monde actuel. On peut citer l'exemple célèbre des massacres de Sceaux, présenté au Salon de 1824, qui dénonce les atteintes à la liberté subies par le peuple grec réduit à l'esclavage par les Turcs. Ce qui est intéressant, c'est que Delacroix a écrit que ce sujet lui a été directement inspiré par les journaux du temps. Il écrit cela dans son journal. Avec le désaveu de la peinture d'histoire et des sujets tirés de la mythologie, le présent acquiert une valeur nouvelle d'intérêt et d'authenticité. Antoine Compagnon propose une distinction de ce rapport au temps entre les romantiques et les avant-gardes, qui peut être soulignée ici. Pour le milieu du XIXe siècle, je résume la pensée d'Antoine Compagnon. L'intérêt porté au présent n'est pas tendu vers l'avenir. L'art romantique ne cherche pas à être un art d'anticipation. Il ne cherche pas à s'inscrire dans le futur. C'est le présent, en sa qualité de pur présent, affranchi des conventions du passé, auxquelles s'intéressent les romantiques. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, et d'ailleurs, l'admiration de Delacroix, Granville pour Ingres est indéfectible. Puisqu'il s'agit de faire la révolution dans les arts, donc de changer le monde présent, le sujet actuel est romantique par excellence. Au sein de cette actualité, le commun, le trivial deviennent des sujets dignes d'intérêt.
Les scènes de mœurs, de la vie quotidienne deviennent des sujets littéraires. Balzac dit avoir été inspiré pour la comédie humaine des figures zoomorphes de Granville, dénonçant les travers d'une société bourgeoise et inégalitaire. L'actuel et le commun sont à combiner avec l'éternel et le transitoire, éléments que Baudelaire rassemble à l'examen des dessins de Constantin Guy. Il cherche, Constantin Guy, je cite Baudelaire, Constantin Guy cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité, car il ne se présente pas de meilleurs mots pour exprimer l'idée en question. Il s'agit pour lui de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire. Si Baudelaire n'a pas retenu la modernité de Granville, Walter Benjamin, quant à lui, reprend ce terme de mode pour distinguer son œuvre qu'il relie à Apollinaire. Je cite Benjamin, « Les fantaisies de Granville correspondent à cet esprit de la mode, tel qu'Apollinaire en a tracé plus tard une image. » Chez Guy, Baudelaire aime la modernité des sujets et loue le genre de l'improvisation. La rapidité du trait, le non fini sont des qualités de la modernité. Il y a dans la vie triviale, écrit Baudelaire, dans la métamorphose journalière des choses extérieures, un mouvement rapide qui commande à l'artiste une égale vélocité d'exécution. Ici, Granville, encore un autoportrait, est en train de réaliser un graffiti sur un mur dans la rue, accompagné d'un enfant, ce qui est là aussi une sorte d'éloge de la simplification du geste et de la spontanéité du geste et de sa vélocité également. Baudelaire parle d'ébauche parfaite. On a vu que Vasari parlait d'ébauche imparfaite, pour qualifier les croquis pris dans l'instant sur le vif dans les rues de Paris. Il y a là une nouvelle définition du beau qui est intimement liée à la modernité. Pour Antoine Compagnon, la ville, le peuple, le quotidien qui forment la matière des fleurs du mal et du spleen de Paris deviennent poétiques, mais moins pour eux-mêmes qu'au nom d'un projet qui les mit et extrait d'eux de quoi renouveler le grand art par l'imagination qui les traverse de correspondance. L'art est pensé comme une sublimation du présent, sublimation rendue possible grâce à l'imagination. Ce qui me permet d'aborder la troisième facette de l'art romantique, l'intériorité. L'art mnémonique et l'imagination sont valorisés par rapport à l'art d'après-nature. C'est l'espace du dedans, l'intériorité, qui font le talent de l'artiste. L'imagination est hissée par les romantiques au rang de reine des facultés. Et cet autoportrait le montre bien, puisque Granville est face à des animaux hybrides imaginaires, qu'il est cependant en train de croquer comme s'il faisait un dessin d'après-nature. Et c'est un autoportrait encore où il nous montre les parties invisibles de son corps pour lui-même, en nous montrant son dos et l'arrière de sa tête. Le poète est emporté par ses visions jusqu'au bord de l'abîme. La pente de la rêverie est considérée comme le premier poème visionnaire de Hugo. Je cite, « Mon esprit plongea donc sous ce flot inconnu. Au profond de l'abîme, il nagea seul et nu. Toujours de l'ineffable, allant à l'invisible. Soudain, il s'en revint avec un cri terrible. Ébloui, haletant, stupide, épouvanté, car il avait au fond trouvé l'éternité. » Au dernier vers du Voyage et des Fleurs du Mal, dans l'édition de 1861, Baudelaire écrit « Plongez au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. » Trouver du nouveau. Effectivement, c'est ce qui anime les artistes dans ces années 1830-1840. Granville, artiste solitaire, tournant le dos à ses compagnons de voyage, offre une plongée dans l'intériorité, le monde invisible. Il met à nu son corps, le corps est vu comme un espace, il devient profondeur, placé en miroir du caractère insondable des eaux. Dans le salon de 1846, au chapitre « Qu'est-ce que le romantisme ?», Baudelaire propose une définition. Qui dit romantisme dit art moderne, c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l'infini
exprimée par tous les moyens que contiennent les arts. À propos de Delacroix, Baudelaire dit encore que les purs dessinateurs sont des philosophes et des abstracteurs de quintessence. L'artiste moderne est celui qui donne à voir l'intime du cerveau. L'expression esthétique de Granville est immatérielle, pure immanence. Avec le romantisme, il n'y a pas de limite du pictural, il n'y a pas d'irreprésentable. Les artistes et poètes utilisent un monde de correspondance qui bouleverse la fonction figurative de la représentation. Granville propose une plastique de l'imagination. Il est un précurseur de la figuration des images animées du rêve. Chez Granville comme chez Breton, la forme antécédente sert de motif dynamique à la forme suivante par le moyen de l'analogie. Il existe une filiation qui commence avec Granville, se poursuit avec Hervé de Saint-Denis, auteur en 1867 de l'ouvrage Les rêves et les moyens de les diriger, puis Breton. Si on remonte le temps, en 1934, Breton nomme Hervé de Saint-Denis surréaliste dans le rêve dirigé. En 1867, Hervé de Saint-Denis cite à 2 reprises les rêves de Granville comme exemplaires des mutations capricieuses des songes. Et en 1847, paraissent à titre posthume 2 rêves de Granville. Promenade dans le ciel et crime et expiation. Granville rend ici figurable l'action imaginante, c'est-à-dire la faculté de former et déformer les images fournies par la perception. Georges Didier Huberman utilise le terme de morphogenèse pour l'œuvre graphique de Hugo. Ces chaînes d'images peuvent être rapprochées du jeu surréaliste du cadavre exquis, un glissement fantastique entre le familier et l'étrange, une concaténation qui crée une perturbation de la compréhension immédiate. Ces dessins de rêve qui jouent sur la perception visuelle des formes peuvent être mis en pendant avec le jeu marabout, 3 petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule. L'image est modifiée par une passion prédominante ou par les associations d'idées ou d'images activées par cette passion. Je cite Coleridge. L'image répond ainsi à ce que Coleridge définit comme l'image poétique. Le rêve n'est-il pas le sujet moderne par excellence, qui recouvre chacune des 3 dimensions citées? Une dimension libertaire qui fait intervenir le libre jeu de la pensée, un rapport au temps présent de l'œuvre qui décrit le surgissement et l'éphémère de l'image, un rapport à l'espace du dedans, une image de pure intériorité. Avec cette forme de pureté de l'image, ni image édifiante, ni image au service de la délectation visuelle, se dessine la vision de nos contemporains sur le romantisme, comme le véritable socle de l'art moderne. J'ai encore une minute, j'ai des images. Peut-être du coup éteindre la lumière pour avoir les premières images. Merci. Donc ici, dans un autre monde, la bataille des cartes qui va inspirer Lewis Carroll pour Alice au Pays des Merveilles. Ici, toujours un autre monde avec les yeux qui vont certainement être repris par Odilon Redon. La chasse à la liberté, l'animation des lettres qui est reprise ici dans une affiche de Jules Chéret. Le royaume des marionnettes de Granville avec le pouce repris par Dali. La pochette d'un album du groupe Queen, le recto et le verso, ce sont des illustrations de Granville pour un autre monde. Et puis l'imaginaire de Granville qui va nourrir les dessinateurs de bande dessinée.